Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore bien Hello Asso, pour rappel, Hello Asso c'est une entreprise donc solidaire d'utilité sociale qui a été fondée en 2009 et qui a pour mission de accompagner le développement des associations, des fondations, des organismes associatifs de manière générale. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme, c'est une solution de paiement qui permet de collecter des paiements par carte bancaire grâce à des outils de collecte personnalisés. Chaque outil correspond à un usage spécifique, un usage associatif, comme par exemple la billetterie pour organiser des événements ou l'adhésion pour collecter des cotisations. On a aussi des outils qui permettent de collecter des dons et de vendre des produits. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. La particularité de Hello Asso, c'est son modèle économique, puisque effectivement, tous les services proposés par la plateforme sont gratuits pour les associations. Ça veut dire que 1 euro collecté sur Hello Asso, c'est 1 euro reversé à votre association, et ce grâce à ce qu'on appelle la contribution volontaire. On va proposer aux personnes qui réalisent des paiements au profit de votre association de laisser quelques euros supplémentaires pour la plateforme lorsqu'ils l'utilisent pour pouvoir nous aider à financer Hello Asso et à faire vivre tout simplement la plateforme pour toutes ces associations qui sont inscrites dessus. Voilà, les présentations sont faites. Pour vous donner un peu de visibilité sur le contenu de ce webinaire, voici la trame. Donc, on verra dans un premier temps, une première partie, le top 10 des outils et tendances numériques pour cette rentrée 2023 sur le format du webinaire de février. Si vous étiez parmi nous en février, on avait fait un webinaire aussi sur les 10 outils, les 10 tendances numériques pour la rentrée de janvier, réalisé en février. Et donc voilà, si vous avez participer à ce webinaire, vous retrouverez ce format où on a sondé quelques personnes chez Hello Asso pour nous faire part de leurs bonnes astuces et partager les bonnes idées. Et donc en seconde partie, on verra davantage comment articuler l'intégration d'un nouvel outil numérique ou d'une tendance, ou voilà, en tout cas de pouvoir intégrer au sein de son association ces nouveaux outils. Ça reste parfois des enjeux. Avant de commencer, si vous étiez là en février pour le webinaire du mois, vous vous rappelez peut-être du top 10 que nous avions partagé, des 10 tendances numériques à connaître. Et je vous le repartage ici, je vous laisse en prendre connaissance. On avait eu la recommandation de classer ces tendances par catégorie. Et donc, voilà les rubriques qui vont être proposées, notamment donc diffuser, la rubrique diffuser, les outils qui vous permettent de donner de la visibilité à votre association et ses actions. La rubrique gérer qui vous permet plutôt de s'organiser en interne, de pouvoir aussi préparer des choses. Et puis la rubrique financer qui vous permet de collecter des fonds pour financer tous vos beaux projets. Donc si le replay vous intéresse, il est bien sûr disponible. On fera une vingtaine de tendances à éplucher à la fin. Et donc, petite actualité notamment sur le podcaston, qui était donc un événement qui a été organisé en mars dernier, où il y avait eu un peu plus de 300 podcasteurs et podcasteuses qui ont édité un épisode spécial donc de leur podcast pour pouvoir mettre en avant une association de leur choix. Et ce fut un très beau succès. Et donc, pour la petite actualisation, c'est une tendance notamment qui sera probablement reconduite en 2024. Donc, je vous laisse aller, bien sûr, regarder si ça vous intéresse tout ça. Il n'y a pas eu d'énormes changements majeurs depuis février. Je vous avoue que trouver de nouvelles tendances, ça pouvait être un peu compliqué en soi, parce que donc, le numérique bouge très vite, mais en soi, il y a des choses qui sont adaptées et ce sur le long terme. Donc, ça va être intéressant de travailler de fond et de voir les petites évolutions de ces tendances sans forcément en changer drastiquement. Là, je vous propose 4 rubriques. Alors, une seule qui s'ajoute en plus des 3 que je viens de vous présenter, la rubrique agenda. Je voulais vous parler de ce forum et de cet événement clé pour la rentrée associative, même s'il a lieu donc cette année en octobre prochain, le 18 pour être précise. Et donc, qu'est-ce que c'est le forum des associations? Pour ceux qui n'ont peut-être pas en tête ce que c'est, mais je pense que grand nombre d'ici savent ce qui se passe à Paris et au Palais des Congrès ce jour-là. Et donc, le but de vous le but en tout cas de faire référence au forum des assos, c'est surtout que ça peut être intéressant pour vous si vous cherchez à rencontrer des acteurs du numérique, notamment donc lors de cet événement. C'est pour le
tout cas le FNAF, en 2 mots, se présente comme le rendez-vous, incontournable du secteur associatif, de la philanthropie et de l'économie sociale et solidaire. Et il comptabilise, tous les ans un peu plus de 4 000 participants et 250 exposants, dont des exposants issus du secteur numérique. Pourquoi c'est intéressant d'y aller cette année? Je vous laisse aller regarder la programmation si ça vous intéresse, mais il y a un peu plus de 90 conférences qui seront animées cette année. Et c'est l'occasion de rencontrer, donc des acteurs, notamment, Hello Asso. On aura un stand, au FNAF cette année, si ça vous, dit de nous rencontrer. Si vous avez, en tout cas, besoin d'échanger avec nous, on sera ravis, de vous accueillir sur notre stand. On fait le déplacement, hein, depuis Bordeaux. Et puis, petite, surprise aussi, on a la possibilité d'offrir, 150 places gratuites donc, à des associations qui, souhaiteraient, venir tout simplement, au FNAF cette année. Donc si vous êtes dans les environs de Paris, à cette période-là, n'hésitez pas, vous pouvez, vous inscrire, sur, le lien que je vais vous partager dans la présentation. On poursuit notre top 10 avec le second outil, tendance, suggéré cette fois-ci par, Déborah. Déborah qui travaille chez Hello Asso et qui est chargée, d'accompagner les associations grandes collectrices, chez Hello Asso. Et donc dans son quotidien, Déborah échange avec beaucoup d'associations et notamment, peut percevoir, leurs enjeux. Et notamment l'un des enjeux, majeurs de ces associations, c'est de pouvoir impliquer leur public, à la fois leurs bénévoles s'ils en ont, mais aussi, des donateurs, des adhérents, parfois même les membres, plus actifs, hein, de l'association. Et donc, leur outil phare pour répondre à cet enjeu, c'est toutes les plateformes de communication collaborative. Alors rien de nouveau sous le soleil, vous connaissez probablement déjà, Slack, Discord, ou même, les messageries instantanées type WhatsApp et cetera. Mais bien les connaître, c'est une chose, mais bien s'en servir, c'est une autre. Le concept pour les personnes qui n'ont pas forcément idée de ce que ça représente, les plateformes de communication collaborative, permettent en tout cas de faire ce qu'on appelle de l'animation de communauté et de faire, finalement, de cet outil un outil indispensable pour, pouvoir, créer des groupes de discussion, thématiques, pour pouvoir, aussi, diffuser de l'information. L'avantage de ce type d'outil, c'est que vous pouvez créer des canaux, de communication, restreints avec certains membres des personnes, vous envoyer des messages, privés, faire, tout type enfin en tout cas partager, des contenus, partager, des sondages par exemple. En tout cas, c'est des bels outils pour pouvoir travailler, ensemble, mais aussi pour pouvoir se rassembler puisque, il est possible de faire, des visioconférences aussi dessus, de pouvoir s'appeler, de pouvoir voilà. C'est, des plateformes qui permettent, de, communiquer, ça vous l'avez compris. Pourquoi c'est utile véritablement, en 2023? On aurait pu le mettre aussi dans la rubrique gérer, hein, puisqu'il est assez à cheval avec la notion de gérer, mais dans le fait de diffuser, c'est aussi facile, grâce à ces types de plateformes, de pouvoir parler, des actions que vous proposez. Notamment un des usages, assez parlants, c'est de pouvoir, créer des canaux spécifiques pour, l'organisation d'événements, par exemple, en interne et de pouvoir, donc mobiliser, les personnes qui sont au sein de votre association, pour, notamment, se synchroniser, faire le point, organiser, vos actions bénévoles, par exemple et en tout cas de pouvoir, facilement, garder un lien, durable, et de proximité avec votre public. Comment l'intégrer au sein de votre association? Alors il y a beaucoup de plateformes qui existent, hein. Le but, c'est pas de mettre en lumière une seule et unique plateforme, mais vous avez, très souvent des formules gratuites ou avec des, tarifs préférentiels lorsqu'on est une association. Notamment chez Slack, je sais que c'est, aux alentours de 7 € par mois, pour une version, classique. Donc ça peut être aussi intéressant, d'aller voir là-dessus. Et puis, ça peut répondre à des enjeux notamment de mobilisation. Par exemple, dans une association que je connais bien, l'adhésion pour pouvoir alors toujours répondre à cet enjeu d'implication des bénévoles ou des adhérents, dans cette association, lorsqu'on adhère, on a, ce qu'on appelle, un devoir, de participer à des, pôles d'organisation, que ce soit de la communication, de l'événementiel et cetera. Et c'est grâce à ce type de plateforme qu'on peut en plus se synchroniser, prévoir des actions, prévoir des choses, et garder ce sentiment d'appartenance à ce groupe et de pouvoir, travailler ensemble et progresser, quoi. Voilà. Le troisième outil ou plutôt, tendance, pour ce qui est de celle-ci, tendance numérique, c'est le social media search. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est Yanis qui, nous apporte,
Cette tendance-là, donc les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, pour faire la traduction, n'ont plus besoin d'être présentés. Ils sont omniprésents dans le paysage associatif également et donc la communication digitale passe, principalement aussi par les réseaux sociaux. Mais là, le concept est un petit peu différent. Le social media search, c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux comme, moteur de recherche. Alors ça peut parler à ceux qui ont l'habitude, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément cet usage, c'est le fait de par exemple, lorsqu'on a une recherche à faire sur, un moteur de recherche classique, c'est d'aller plutôt voir sur les réseaux sociaux poser sa question ou, mettre des mots-clés pertinents pour accéder à des résultats. Et l'exemple le plus parlant, c'est d'aller chercher, par exemple, des tutoriels sur YouTube. On peut avoir le réflexe d'aller sur, Google pour, taper sa recherche et finalement dans les premiers résultats de recherche, ça va être des vidéos YouTube qui vont apparaître et donc de plus en plus, le réflexe, c'est d'aller d'abord sur YouTube avant d'aller sur, Google pour poser sa question. Et donc c'est des pratiques qui aujourd'hui, sont, utilisées beaucoup pour la plupart des 16-34 ans entre guillemets, cette fourchette-là et c'est important d'avoir ça en tête aussi dans votre construction, vous, de votre présence en ligne. Je ne sais pas si vous êtes familier du terme, SEO, donc c'est le Search Engine Optimization, c'est le fait d'avoir, notamment, d'apparaître dans les premiers résultats de recherche, d'une, recherche, sur, donc c'est les premiers résultats, qui ne sont pas sponsorisés. C'est important de faire la différence. C'est, du référencement naturel, du référencement gratuit. Je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails techniques, ça mériterait d'avoir un webinaire à lui tout seul. Mais, pour en revenir au social media search, c'est, donc, intéressant de pouvoir, penser que, il y a une corrélation entre, les réseaux sociaux et le SEO, donc le fait de ressortir dans les résultats de recherche, même si dans les habitudes, on ne va pas forcément rechercher des mots-clés qui sont liés à des associations, ça peut être quand même intéressant d'avoir en tête cette pratique-là qui se démocratise beaucoup et de pouvoir optimiser sa présence en ligne, sa présence sur les réseaux sociaux aussi, puisque tous les mots-clés qui vont être utilisés par les internautes peuvent être les mots-clés que vous utilisez aussi pour présenter vos actions. Donc c'est intéressant de faire le point là-dessus. Donc comment se l'approprier? Tout simplement en choisissant les bons mots-clés, comme, dans le cadre d'optimisation SEO, donc faire attention aux tags que vous, choisissez sur, les réseaux sociaux, comme, Instagram par exemple qui, met en place pas mal de choses comme celle-ci. De pouvoir aussi créer, un trafic sur votre site internet grâce à ça, de susciter l'intérêt de votre communauté, d'améliorer votre référencement et cetera et cetera. Et donc si, les internautes utilisent les réseaux sociaux pour faire, des recherches, ça peut être intéressant d'aller sur ces mêmes réseaux sociaux, en tout cas en respectant bien sûr, votre cible. Mais si vous cherchez une cible, cherchez à convaincre une cible, plus jeune, ce serait intéressant d'aller taper à la porte du SMO, donc c'est le Social Media Optimization, qui est bien sûr, en lien avec, le SEO. Voilà. Bon, cette pratique demande pas mal de compétences techniques aussi, hein, en tout cas d'avoir, constamment une construction de stratégie sur les réseaux sociaux, d'avoir un planning de publication, de tenir, à jour des statistiques et cetera. Mais c'est intéressant d'avoir en tête ce mode d'usage, qui est présent chez beaucoup d'entre vous. Voilà. Je passe à la suite et j'avance un petit peu parce que sinon on va rester ensemble toute la soirée. Je suppose que vous avez des choses de prévues. Et donc la prochaine, tendance que je voulais vous parler, c'est un outil plutôt, c'est le programme Google AdGrants. Alors si vous êtes, déjà, familier aussi de ce qu'on appelle le SEA, donc qui vient aussi en opposition au SEO, ou en complément plutôt. Donc c'est, tout ce qui va être les pubs sur internet. Donc quand vous faites une recherche sur les moteurs de recherche, vous avez, souvent des résultats sponsorisés, des pubs. C'est ce qu'on appelle les AdWords dans, le jargon de Google. Et donc Google AdGrants, qu'est-ce que c'est? C'est, un service de publicité donc qui est proposé par Google et qui permet en fait, de, contribuer à la visibilité des associations, bien sûr, sur des pages de résultats et donc la possibilité, pour, les associations de recevoir plus de 10 000 par mois, de publicité gratuite pour pouvoir lancer des campagnes, AdWords. Donc vous avez des critères d'éligibilité qui sont, présents, ils sont affichés, pour certains d'entre eux, sur l'écran. Mais donc le concept, c'est de pouvoir,
mettre, un budget dans la communication qui, en tout cas, serait en partie financé par, Google, et donc qui vous permettrait aussi de gagner en visibilité et de construire, une stratégie, de communication en ligne, de visibilité en ligne. Pourquoi c'est utile aujourd'hui en 2023? Faire de la publicité en ligne, c'est aussi ouvert aux associations, et ça représente, beaucoup de visibilité aujourd'hui, hein, même la plupart. Donc ça va être aussi intéressant de s'y intéresser si jamais vous avez bien sûr dans vos objectifs, de notoriété, voilà des objectifs assez importants. Hem Il y a beaucoup d'objectifs qui découlent en tout cas de cette stratégie, SIA, hein. Ça va être de faire connaître, ses initiatives par exemple, de récolter des dons, de gagner en notoriété, d'accroître la visibilité de son association bien sûr, de développer sa communauté, de promouvoir des événements aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de raisons de pouvoir, évidemment faire de la pub en ligne, pour faire connaître et rayonner votre association. Mais donc voilà, ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu plus près. Comment l'intégrer au sein de votre association? Donc voilà, vous avez, effectivement, la possibilité de postuler auprès de Google pour pouvoir, être éligible à cette bourse, et de pouvoir, construire ensuite, votre stratégie. Et de manière générale, Google met en place des dispositifs d'impact, social, assez, intéressants, notamment le programme YouTube pour les associations qui permet d'avoir un accompagnement aussi sur, la production de vidéos et cetera. Il y a aussi la suite, Google Suite qui est proposée aux associations gratuitement. Bref, je ne fais pas l'apologie de Google, mais ça reste, un outil, disons-le, très utile et très utilisé surtout. Donc ça va être intéressant aussi d'aller là-bas, même si, il y a d'autres outils, plus libres, disons-nous, qui existent. J'avance avec le 5e, outil numérique qui peut être intéressant, de connaître en tout cas, à cette rentrée, de septembre 2023. Donc c'est tout simplement le vote en ligne et là, c'est Amandine qui nous suggère, cette tendance. Le vote en ligne, très simplement, le concept, c'est de proposer le vote en ligne à vos membres et notamment pour, les, assemblées générales qui sont, on le sait bien, un temps fort, hein, pour les associations dans l'année. Donc si, l'assemblée, générale, se tient historiquement en présentiel, hein, ça va être, intéressant peut-être de pouvoir imaginer, d'autres formats, avec, ce côté hybride, qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant et d'instaurer, ce qu'on appelle le vote électronique, des résolutions et de pouvoir, à distance, faire vos votes et gérer votre association, par ce biais. Et donc ça va être intéressant d'intégrer le vote en ligne, parce que c'est aussi, une méthode sécurisée, hein, lorsque, vous faites un vote en ligne, tous les enregistrements sont en temps réel. Vous avez un historique, vous allez pouvoir examiner aussi ces votes, et les conserver, en toute, sécurité. Pour, l'intégration au sein de votre association, alors on peut vous présenter, notamment un partenariat récent avec, Civic Power, qui est une association, qui propose le vote en ligne pour les assemblées générales et qui, met à disposition des applications assez sympathiques. Alors attention, pour pouvoir, faire du vote en ligne, il faut, que ce soit mentionné dans vos statuts. C'est une importance, à avoir, en tête en tout cas. Et donc ça peut être intéressant, voilà, d'aller regarder, tester cet outil, de configurer, un prochain vote éventuellement et de pouvoir, éventuellement convoquer, vos membres. La connexion entre, Civic Power et Loasso est assez simple. Si vous faites une billetterie, par exemple, pour organiser votre assemblée générale, la liste des participants pourront être intégrés directement donc, sur Civic Power pour faciliter, cette gestion et éviter les doubles saisies et ils recevront, finalement, les informations dont ils ont besoin pour faire leur vote. 6e, tendance numérique, l'expérience utilisateur. Alors c'est assez vaste et assez large pour ceux qui maîtrisent le numérique. C'est dans la rubrique, gérer cette fois-ci, et donc le concept, est assez simple, c'est, clé depuis, de nombreuses années, hein. L'expérience utilisateur, c'est bien sûr lié, au numérique et ça consiste à, concevoir finalement des sites internet, des applications, ou, voilà tout type de plateforme accessible et facile, à prendre en main sur, tout type de support, hein, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur et c'est tout bonnement de l'ergonomie, finalement, façon numérique. Pourquoi c'est utile en 2023 de l'avoir en tête lorsqu'on a une association? C'est surtout hyper important dans, l lorsque vous avez un site internet pour votre association,
association, par exemple, ou lorsque vous proposez des choses, qui sont, en ligne pour pouvoir, convaincre des personnes de vous rejoindre, par exemple. Ça va vous permettre, de créer un climat de confiance, hein, d'avoir un site, ergonomique. Donc c'est Ludivine qui, au sein de Hello Asso, exerce ce métier-là et s'assure que les associations, puissent, être, et bien, rassurées en utilisant Hello Asso. Et ça va être intéressant de vous aussi considérer les internautes qui s'intéressent à votre association, notamment en ligne, pour pouvoir, prendre des précautions lorsque vous rédigez vos textes, lorsque vous organisez votre site internet, lorsque vous créez des parcours où vous avez, un certain contrôle, notamment dans la gestion de vos adhésions, par exemple, d'un événement, de pouvoir intégrer, des parcours, avec cette expérience utilisateur, au centre de la réflexion. Ça va aussi vous permettre de mieux adresser, des messages, de mieux comprendre aussi les besoins des personnes qui, visitent votre site, par exemple. Par, cette facilité d'accès-là, vous allez aussi, éventuellement, ouvrir d'autres horizons à votre association. Donc ça reste assez vaste, et peu concret peut-être, de l'expliquer ainsi, mais notamment l'un des outils de l'expérience utilisateur, c'est de faire des tests et de se mettre à la place de personnes qui ne vous connaissent pas du tout, et donc si vous êtes, par exemple dans des enjeux comme, on n'arrive pas à mobiliser davantage de personnes, ou, on a du mal à, faire adhérer à l'association et cetera d'un point de vue technique, ça peut être intéressant de, faire, des entretiens utilisateurs comme on dit et puis ça peut être aussi, être, l'occasion, d'auditer un petit peu son site internet et de voir ce qui pourrait être optimisé, pour, faciliter la compréhension, mais aussi, pouvoir, gagner en visibilité puisque, c'est aussi de pair avec le SEO, les sites ergonomiques, les sites qui sont pensés en tout cas pour être simples avec, des bonnes pratiques, sont aussi plus mis en avant par, les algorithmes et par, Google notamment. Voilà. On passe à la 7e, tendance et outils numériques, pour la rentrée. C'est pareil, rien de nouveau sous le soleil. La gestion des données, via un CRM. Le concept est simple, c'est le fait de pouvoir, gérer, sa relation client. Alors on s'entend que, c'est issu du secteur entrepreneurial, hein, et dans une volonté aussi d'améliorer la satisfaction, client et les processus de vente, historiquement. Mais en ce qui concerne le secteur associatif, un CRM, donc un logiciel de gestion, de relations est utile, notamment dans la gestion, des adhérents, des donateurs, des bénévoles, des membres d'une association. L'objectif d'un logiciel, comme celui-ci, c'est de mieux connaître, vos membres, hein, d'une part, de pouvoir gérer toutes les informations que vous collectez sur ces membres, de pouvoir les analyser, de pouvoir sectoriser aussi ces données et d'avoir pouvoir adresser, donc les bons messages au bon moment via le bon canal à toutes ces personnes qui gravitent autour de votre association. C'est un logiciel qui centralise en fait toutes vos données sur vos membres et qui, vont vous aider aussi surtout à les fidéliser sur, le long terme. C'est Gavin qui, nous souffle cette tendance-là. Il est d'ailleurs responsable du CRM chez l'OSO, donc il prend soin, tous les jours d'adresser les bons messages aux associations qui nous utilisent, par exemple. Si vous recevez des mails, c'est certainement Gavin qui est derrière aussi. Pourquoi c'est utile en 2023? C'est surtout, la bonne gestion de vos contacts, va vous permettre, d'avoir une bonne communication. Puisque si vous avez, des centaines, des dizaines de contacts, mais que vous ne savez pas qui sont ces contacts, pardon, ça va être, difficile de pouvoir adresser des messages pertinents qui vont, les toucher et qui vont, bien sûr, vous permettre d'avoir des relations durables, sur, le long terme. Et donc la gestion de base de données, ça peut faire peur lorsqu'on n'y a jamais mis les pieds, mais ça va être intéressant aussi de pouvoir se faire accompagner des outils, qui, sont spécialisés et qui vont vous permettre, d'injecter finalement cette notion de fidélisation, de pouvoir, pérenniser ces soutiens aussi sur le long terme, de créer des parcours relationnels qui vont, permettre aux adhérents, aux donateurs ou aux bénévoles, de créer un vrai lien avec vous et de rester, sur le long terme. Hem Donc, un logiciel comme celui-ci, il répond aussi aux normes qui sont, aujourd'hui en vigueur, hein, notamment, je vous apprends rien en ce qui concerne, le RGPD, mais toute la donnée que vous collectez, hein, n'ayons pas peur des mots, doit être protégée, doit être centralisée, doit être en tout cas, régie dans des outils qui sont conformes à ces réglementations et le premier intérêt pour une association, hein, d'avoir un logiciel comme celui-ci, c'est de pouvoir protéger ces données en les stockant sur, des plateformes conformes.
Et donc, ça va être aussi intéressant de, voir comment on peut faciliter, cette gestion-là, en sachant que vous allez pouvoir créer des scénarios, vous allez pouvoir aussi segmenter des groupes de personnes qui ont des dénominateurs, pardon, communs, et de pouvoir, ben, tout simplement gérer votre relation. Donc c'est pas, une nouveauté en soi, hein, on s'entend. L'idée, c'est de pouvoir peut-être souffler, cette tendance à des associations qui, auraient peur parce que ne seraient pas, selon elles, structurées, ou du moins, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'adhérents, on peut trouver que c'est futile, mais ça reste hyper intéressant pour, bah, maintenir en fait cette relation. Et donc, comment l'intégrer au sein de votre association? Alors, il existe de nombreux logiciels CRM, spécialisés aussi pour les associations, mais je peux vous en présenter un que nous connaissons très bien chez Hello Asso. Il s'agit de Home. Il est possible de connecter donc Home et Hello Asso pour faciliter le transfert, des données et les protéger bien sûr. Je vous encourage à tester par vous-même. Ils ont mis en place des ressources vraiment bien, construites pour vous aider à prendre en main l'outil, mais aussi pour sensibiliser à la gestion, des données et de segmentation et de créer des messages percutants et cetera. Donc c'est pareil, c'est un centre de ressources hyper intéressant, ne serait-ce que de s'intéresser à des outils, pas forcément pour les utiliser, in fine, mais en tout cas pour voir, tout le périmètre qu'ils peuvent gérer, et de pouvoir s'intéresser aussi à ça. Je poursuis, hop, pardon. Alors ouais, vous allez pouvoir être redirigé sur chacun des outils que je vous parle. Le 8e outil que je voulais vous présenter, c'est, le e-chèque cadeau solidaire. Alors, ça vous permet, ça rentre dans la catégorie financier cette fois-ci, et donc c'est une idée, qui peut être intéressante lorsqu'on est une association, d'aller toquer à la porte des, plateformes qui, proposent en fait des solutions solidaires. Alors il existe aussi, d'autres types de plateformes comme, Quant, qui nous permet de faire des recherches et de reverser, une certaine somme aux associations. Ici, ben, c'est un petit peu le même concept, sauf que, ça vous permet de collecter des dons via une plateforme de cadeaux solidaires, où le public va être plutôt, soit des particuliers, soit des entreprises, des CSE notamment. Et donc, ici, l'impact est assez intéressant puisque, ben, je peux vous parler de Hool puisque, nous l'utilisons aussi chez Hello Asso. Cette plateforme-là vous permet de collecter des dons en fait, grâce, à la solidarité, en tout cas à la générosité des personnes qui l'utilisent. Et donc, l'avantage, c'est de pouvoir, bien collecter des dons vers ce biais, ou la verser plus de 100 000 € aux associations, qui sont inscrites sur la plateforme, donc en 2022, et soutient actuellement, 120 d'entre elles. Donc ça va être aussi, intéressant peut-être d'aller voir, ce qui se passe. Comment postuler? Alors vous avez, effectivement, des étapes à suivre sur leur site. Vous créez votre projet, le passer, donc enfin attendre qu'il soit bien validé, et après, potentiellement avoir un échange avec, les membres de la plateforme, pour pouvoir, être en ligne. Donc voilà, c'est une idée, voilà, il n'y a pas forcément, beaucoup de plateformes aujourd'hui qui existent là-dessus, mais ça peut être aussi, une solution de financement, pour la rentrée. La 9e, donc tendance et idée pour pouvoir, se dynamiser et aussi surtout financer son association, c'est, le concept des, boutiques capsules qu'on voit beaucoup, en ce moment, pour notre part sur Hello Asso. Le concept est simple, hein, c'est de construire, finalement un partenariat avec une marque ou, un commerçant de sa région, de sa ville, pourquoi pas, et de faire une sorte de collection, ou en tout cas, de produits, limités, et de profiter de cette notoriété locale pour, pouvoir, ben, proposer, des articles qui restent dans le temps, qui marquent les esprits, des membres de votre association par exemple, ou des internautes, pour pouvoir, voilà, financer votre association, mais aussi, créer un produit intéressant, pour, sur, longue durée bien sûr. Pourquoi c'est utile en 2023? C'est surtout pour trouver des nouvelles façons de se financer. On sait qu'il y en a nombreuses, hein, que ce soit, voilà, via le don, via, l'adhésion, via le crowdfunding, pourquoi pas, mais parfois ça peut être intéressant de créer quelque chose qui, ne se périme pas dans le temps, ou en tout cas qui est palpable, qui peut après, être utilisé dans des manifestations. Là, c'est le cas de la capsule, Elsurf et Rip Curl, qui proposent des hoodies, des t-shirts et des vêtements, grosso modo, qui peuvent être ensuite portés et qui peuvent marquer les esprits finalement. Bon, c'est une façon de proposer, ce type de partenariat. Comment s'en inspirer, hein? C'est surtout de s'en inspirer.
toutes les associations n'ont pas forcément un lien avec Rip Curl, on s'entend, mais ça peut être intéressant de frapper aux portes des plus grands, enfin pas forcément de frapper, aux portes des plus grandes enseignes, mais d'aller voir peut-être des commerçants locaux qui, seraient intéressés par ce concept dans lequel, ils pourraient aussi avoir des choses à gagner. Voilà, donc cette boutique est d'ailleurs sur Hello Asso. Et la 10e tendance, c'est l'adhésion en ligne. Alors là encore, rien de nouveau sur le soleil, mais le concept surtout ici que je voulais vous présenter, c'est le fait de collecter vos adhésions sur un parcours solide, en ligne et de collecter des paiements par carte bancaire. Pourquoi c'est utile en 2023? Ça reprend, bien sûr, toutes les tendances et les notions qu'on a vues, précédemment, hein. C'est de gagner en visibilité, de rendre accessibles, ces actions, de faciliter l'échange aussi entre vous, et votre public et de pouvoir, rapprocher des modes de fonctionnement actuels. Sachez que le paiement par carte bancaire, c'est le premier moyen de paiement en France notamment, et comment l'intégrer au sein de son association, je peux vous présenter l'OASO bien sûr. Là, bon, les slides vont être, assez fournis parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une sorte de fiche pratique, mais le formulaire d'adhésion en ligne permet notamment de, récupérer toutes les informations qui vous permettraient d'identifier vos adhérents, vos membres, de mieux les connaître bien sûr, de récolter les paiements qui sont liés à leur adhésion et de pouvoir gérer et suivre leurs activités par la suite. Donc ça va être aussi le message derrière cette tendance-là, hein, c'est de pouvoir digitaliser aussi cette part de votre financement si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de Hello Asso, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voici un formulaire d'une association qui s'appelle Club Athéan, qui est un club de judo et où on peut retrouver facilement les éléments notables d'une campagne d'adhésion personnalisée avec des visuels, une charte graphique aussi liée à l'association, euh, avec tous les éléments aussi importants pour ce qui concerne l'adhésion à l'association, les modalités d'accès de l'adhésion aussi, une grille tarifaire, éventuellement une grille de tarifs aussi qui est donc en fonction du profil de vos adhérents et la possibilité de pouvoir, bien sûr payer par carte bancaire, de renseigner ces informations en tant qu'adhérent, et de pouvoir, saisir, ces informations, bancaires pour pouvoir réaliser son adhésion. Et puis, surtout l'avantage, c'est de pouvoir suivre, hein, en temps réel, les adhérents, mais on pourrait faire, la même chose avec les donateurs, avec les participants à un événement et cetera. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir facilement diffuser une campagne d'adhésion, qui est hébergée en ligne, quel que soit l'outil d'ailleurs que vous utilisez, hein. Effectivement, je vous parle de Hello Asso, ça tombe sous le sens, mais l'avantage du numérique aussi, c'est de pouvoir, faciliter, la diffusion. Et donc, c'est aussi, l'occasion pour moi de vous parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Hello Asso, qui est le fait d'ajouter manuellement un adhérent, de pouvoir, récolter des cotisations ou des adhésions en ligne, où les internautes seraient autonomes dans leur inscription. Mais vous aussi, vous pouvez, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, ajouter des adhérents manuels qui auraient payé peut-être hors ligne. Donc si parmi nous, il y a des, utilisatrices de Hello Asso, eh bien, sachez que vous allez maintenant pouvoir ajouter manuellement des adhérents. Si, vous n'êtes toujours pas familier de cet outil, on a mis en place, une formation avec des tutoriels vidéo et des fiches pratiques pour vous aider, à bien comprendre, le sens de cet outil et surtout comment l'utiliser. Donc n'hésitez pas à aller voir dans notre page ressources. Voilà, on a fini nos 10 tendances numériques. Je vous les remets ici pour que vous ayez une vue globale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ce ne sont pas des tendances qui sont forcément nouvelles, hein, mais qui, nécessitent d'être, connues et qui, le sont, parfois peu, en tout cas lorsqu'on échange avec des associations. Donc certaines, n'ont pas forcément ces réflexes. Ça va être intéressant de peut-être creuser de votre côté aussi. C'est vrai que chacune de ces tendances aurait mérité, un coup de projecteur plus important, mais sachez que ça existe et qu'il y a plein de ressources, à votre disposition. On poursuit avec la seconde partie qui sera un petit peu moins longue, qui concerne l'intégration d'un nouvel outil numérique et là, on va voir ici, plutôt, une sorte de to do, hein, comment on va, intégrer, un outil au sein de son association lorsqu'on n'a pas forcément, le temps, les moyens ou en tout cas, la possibilité de le faire, facilement. Donc on va essayer de détailler un petit peu les étapes clés. Avant cela,
Ça peut être aussi intéressant d'avoir cette vision-là au début, lorsqu'on essaye, on souhaite intégrer un nouvel outil, on se retrouve, avec au moins, 3 problématiques, hein, si ce n'est plus, à savoir, l'accessibilité. Est-ce que, je vais, trouver un outil qui va être facile d'accès aux gestionnaires associatifs et à leur public? On va avoir aussi, donc cette notion d'accessibilité, mais d'intégration. Est-ce que ça va être facile à adopter, pour les membres de l'association? Donc c'est dans le cadre d'un outil de gestion notamment, par exemple. Le coût, est-ce que, c'est un outil gratuit, un outil payant, un outil avec un tarif préférentiel? Est-ce que, on va pouvoir trouver un budget pour le financer? Est-ce que quelqu'un peut nous le financer? Voilà, ça peut être aussi une problématique. Et la troisième, c'est l'accompagnement. Est-ce qu'il y a un centre de ressources disponible? Est-ce qu'il y a des personnes disponibles pour répondre à des questions? Est-ce que il y a des formations pour nous aider sur cet outil, un SAV? Bon, voilà, c'est des questions qui vont nous permettre aussi, une fois qu'elles seront, soulevées, de pouvoir orienter vos choix vers des outils qui répondent à certains critères et donc de vous aider à mettre en place ces critères-là et de pouvoir choisir ensuite les outils qui correspondent au plus à vos besoins. On commence avec la première étape d'intégration. Ça serait donc logique, pardon, d'identifier ses besoins prioritaires. C'est vrai que de chercher un nouvel outil pour un objectif particulier, c'est bien, mais de savoir véritablement ce que l'on veut derrière cet outil, c'est un petit peu plus complexe. Ça demande notamment de nommer un responsable de cette intégration, une personne qui viendrait leader cette intégration, leader même, le choix de cet outil puisque, parfois lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont, intégrées dans ce type de projet d'intégration, ça peut être complexe, de relancer la machine ou en tout cas à lancer. Donc le premier conseil, ce serait de nommer quelqu'un qui serait en charge de créer cette émulation et de mener, au bout ce projet. De réaliser aussi ce diagnostic, hein, de ses besoins, de savoir, bah, voilà, quel est vos besoins prioritaires. Est-ce que c'est de gagner du temps? Est-ce que c'est de simplifier, un processus d'inscription, par exemple, de réduire vos coûts, de mieux communiquer, de mieux impliquer vos bénévoles? Bref, quels sont vos enjeux majeurs et quels sont, finalement, vos besoins? Et est-ce qu'un outil est capable de contribuer à répondre à ce besoin? C'est aussi la question, puisqu'effectivement, le numérique, fait, de belles choses, mais rarement, des miracles. En tout cas, ça peut être très utile, dans son quotidien. Mais encore, faut-il bien les utiliser et donc ça va vous permettre surtout de prioriser vos besoins, de les classer par ordre d'importance, et de pouvoir choisir surtout vos premiers chantiers. Lorsqu'on court plusieurs lièvres, ça peut être compliqué d'en attraper un seul. Et donc pour ça, on a, l'AnimaFac qui a créé aussi, donc une fiche pratique qui vous permet d'évaluer, vos pratiques numériques et de savoir véritablement quels sont vos vrais besoins derrière, le numérique. Donc ça sera bien sûr une ressource disponible. Vous pourrez cliquer ici, sur le bouton et accéder, à cette ressource. La deuxième étape, une fois que vous avez bien identifié vos besoins, qu'il ne vous reste plus qu'à trouver, l'outil qui correspond à ces besoins, ça va être intéressant de déterminer collectivement cette fois-ci, donc ce sera plus, le travail d'une seule et même personne, mais de déterminer collectivement les critères de sélection de cet outil. Quels sont, finalement, la facilité d'utilisation? Est-ce que c'est, d'aider, d'avoir une aide en ligne disponible qui sont vos priorités, d'avoir un contact direct avec une personne? Est-ce que vous voulez obligatoirement un outil qui est en langue française? Ça peut être aussi, un critère. Est-ce que vous voulez un outil gratuit, un outil, faut faire attention aussi, est-ce que s'il y a des options payantes, ça peut être pénalisant pour votre association? Faut choisir également les types de fonctionnalités que vous recherchez, la fiabilité de l'outil. Est-ce que, voilà, vous cherchez des outils qui sont basés, dont les serveurs sont basés en Europe, par exemple, pour répondre aux critères du RGPD? Bon, bref, ça va être de lister finalement tous ces critères de sélection qui vont vous permettre soit d'éliminer, soit de choisir les bons outils. Et donc l'étape suivante, ça va être de réaliser un premier comparatif qu'on appelle, donc benchmark dans son terme, hein. C'est une démarche comparative, qui permet, bien sûr de vous aider à évaluer, les outils qui seraient, les plus parlants et les plus performants pour vous sous différents angles, et de pouvoir chercher, des outils. Ça peut être intéressant de faire, directement une recherche, sur un moteur de recherche, mais surtout peut-être d'aller, auprès des guides de ressources, des centres de ressources qui, eux-mêmes ont fait déjà des comparatifs. Ça va vous faire gagner du temps et bien sûr de vous d'accompagner tout cela de témoignages d'utilisateurs, des bons conseils des personnes qui, ont l'habitude aussi d'avoir ces enjeux-là. Ça peut être intéressant. Donc c'est ce qui pourrait, faire l'objet de la seconde étape.
La troisième, c'est lorsque vous avez, trouvé finalement l'outil, et la chaussure à votre pied et qui semble correspondre à tous vos critères. Là, le message, c'est surtout, de ne pas, tout miser sur cet outil si vous ne l'avez pas encore testé. Il faut effectivement maintenant, mobiliser les utilisateurs finaux de cet outil pour pouvoir leur permettre de tester, cet outil et de savoir s'il correspond réellement, à vos besoins ou est-ce qu'il sera nécessaire de faire des ajustements ou même parfois des changements. Et donc le 1 idée, ce serait de faire tester cet outil à un des utilisateurs finaux, donc une première personne qui, pourra, défricher un petit peu, les premières fonctionnalités, vous donner un certain retour et ensuite, une fois que ce premier test est fait, de faire passer, à des petits groupes de personnes pour pouvoir proposer, encore une fois, de tester l'outil dans leur quotidien, de faire remonter des éventuels points de friction, des points bloquants, faire des ajustements nécessaires pour surtout paramétrer l'outil tel que, vous le souhaitez. Et pour créer ces groupes, de tests, ça va être intéressant aussi, de pourquoi pas mixer les niveaux, numériques. Certains ont des plus de difficultés que d'autres et donc ça va vous permettre d'englober, tout, les besoins finalement aussi derrière, et de vous assurer que tout le monde au sein de votre association sera en mesure de l'utiliser, si tant est qu'il en a besoin. Et de lister aussi tous les cas d'usage les plus fréquents dans lequel cet outil, pourra avoir un rôle. Ça va être important de créer, illustrer, hein, c'est une technique pédagogique, hein, mais en tout cas de pouvoir, mettre des exemples parlants, pour pouvoir, permettre aux personnes qui utiliseront cet outil de, l'intégrer, bien mieux et de proposer des points bien sûr réguliers pour faire le point. La 4e étape, on a bientôt terminé, c'est, une fois qu'on a bien paramétré cet outil, qu'il est, a priori intégré dans son système de gestion, pourquoi pas. Il est maintenant temps de former l'ensemble des personnes concernées puisque, le petit groupe de personnes qui l'a testé, vous a permis d'avoir, finalement, un bel outil, qui, est opérationnel. Mais, ça va être après intéressant de former vos troupes, de déterminer combien de personnes devront utiliser cet outil. Bon, c'est une question qu'il faudra se poser, je pense, au préalable de toutes les autres étapes, mais en tout cas de pouvoir illustrer au maximum ses usages, j'insiste là-dessus, pour pouvoir faciliter son intégration. De former à cet outil l'ensemble des membres sur différents points, notamment l'installation sur leurs, appareils par exemple, sur la prise en main, sur les règles de fonctionnement, sur les ressources aussi à disposition, l'intérêt de l'utilisation de cet outil et cetera et de faire parfois des remises à niveau qui vont être nécessaires. De rédiger aussi un document qui sera facile à adopter, par vos membres, de pouvoir récapituler les bonnes pratiques, pourquoi pas faire des tutoriels, des mémos, des points d'attention pour pouvoir favoriser aussi son intégration. Et enfin d'assurer un accompagnement lorsque c'est possible, de pouvoir en cas de problème être disponible pour votre équipe, au moment de l'intégration. Et la 5e étape, c'est de pouvoir évaluer ses usages une fois que vous avez mis en place, votre outil, que vous avez, donc tout simplement identifié, ses points, positifs, hein, ses points performance, son efficacité, mais aussi parfois ses quelques limites. Ça va être intéressant, de, pouvoir, faire le point après quelques mois d'utilisation, de créer un document collaboratif peut-être, pour pouvoir récupérer le feedback et de faire des améliorations. Donc c'est dans une logique où vous voulez bien sûr améliorer, les usages, au sein de votre association. De proposer des temps d'échange, bien sûr, c'est toujours important de, faire le bilan. Donc en synthèse de tout ce qu'on vient de voir, dans ce webinaire, le message vraiment à travers ces différentes, tendances et outils numériques, hein, c'est surtout de vous inspirer. Le but, c'est pas forcément de vous faire adopter tous ces outils en même temps, mais bien sûr de pouvoir, s'intéresser au numérique pour votre association puisqu'il regorge de bonnes choses malgré, parfois, une prise en main plus compliquée. Et donc grand nombre de tendances d'outils peuvent être, une réponse à certains de vos enjeux, à certains de vos besoins associatifs, même s'ils ne s'adressent pas en premier lieu à des associations. Et on le voit avec, par exemple, un CRM qui, à la base, est utile pour les entreprises, mais, in fine, est utile aussi pour les associations. Le second message, c'est vraiment il faut tester. Un outil numérique, vous aurez, donc du mal à l'intégrer si vous ne le testez pas c'est évidemment, le message, c'est de pouvoir, donc être à l'aise sur un outil en le testant, de bout en bout, de A à Z, pour vous assurer qu'il répond à vos besoins.
Et enfin, faites-vous accompagner si, c'est une chose qui est, difficile de faire au sein de votre association. Il y a beaucoup d'acteurs de l'accompagnement qui, sont spécialisés dans des transitions numériques ou même, au-delà, hein. D'ailleurs, pour en citer quelques-uns, vous avez des acteurs qui proposent un accompagnement, très parlant sur, d'un point de vue local, hein, comme les porteurs DLA, les structures labellisées CRIB aussi, les têtes de réseaux associatifs, les maisons des associations au sein des collectivités, les programmes aussi qui référencient toutes les structures sur le territoire qui vont pouvoir apporter un accompagnement, comme le programme de point d'appui au numérique associatif qui a été porté par le mouvement associatif, la Fonda et l'OASO. Mais voilà, il y a plein d'autres dispositifs qui sont mis à votre disposition pour les associations qui peuvent aussi, ça peut être faire appel à du mécénat de compétences, donc faire appel à des bénévoles qui pourraient proposer aussi une aide, par exemple sur le référencement naturel ou les publicités en ligne, par exemple. Il y a plein de personnes qui savent comment faire. Et puis, il y a des structures aussi qui centralisent l'accompagnement, qui sont des centres de ressources comme Solidatech, par exemple, la Sociatech, le blog de Helloasso. Et donc, toutes ces ressources-là, vous pourrez les retrouver dans le petit lien plus d'infos où vous retrouverez une fiche pratique avec toutes les ressources et toutes les personnes que vous pouvez solliciter. On reste disponible chez Helloasso pour vous aider si jamais vous avez besoin d'accompagnement. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée.